Evelyn Thorne n'avait jamais supplié personne de toute sa vie. Mais cette nuit-là, le visage encore couvert d'ecchymoses, l'estomac vide après 3 jours sans manger et les mains tremblantes de peur, elle s'agenouilla sur le sol de marbre froid devant l'homme le plus dangereux de New York. Dans le milieu, on l'appelait Roman Castellano et on murmurait son nom comme on parle de la mort elle-même. Il se tenait là, vêtu d'un costume noir 3 pièces sur mesure, le visage ciselé comme de la pierre, les yeux gris tempête posés sur elle, comme si elle n'était rien de plus que de la poussière sous ses chaussures cirées. Eve leva le menton, même si les larmes lui brûlaient les yeux, et elle dit la seule chose honnête qui lui restait à dire. Elle lui dit qu'elle ne valait pas grand-chose, mais qu'elle savait cuisiner, et que s'il lui donnait une chance, elle prouverait qu'elle méritait de vivre. Une petite phrase prononcée dans le désespoir, et tout dans sa vie commença à changer. Quelques jours auparavant, Eve vivait encore dans un petit appartement qui ressemblait à une cage. Elle avait 27 ans, encore assez jeune pour croire que la douleur passerait. Puis son mari mourut sans prévenir, abattu pour des dettes de jeu dont il ne lui avait jamais parlé. Elle l'enterra les mains tremblantes, à peine capable de se tenir debout, pensant que le chagrin serait le pire. Elle avait tort. Les requins solitaires sont arrivés ensuite, exigeant de l'argent qu'elle n'avait pas. Ils lui ont donné 2 semaines pour payer, sinon ils lui ôteraient la vie et vendraient sa sœur de 17 ans à des hommes qui faisaient le commerce de la chair. Eve a tout perdu, sa maison, sa sécurité, son espoir, mais le cauchemar ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Votre soutien compte énormément pour nous. Revenons maintenant à notre histoire. Quelques jours après les funérailles, les créanciers ont envahi le petit appartement d'Eve comme des vautours sentant une charogne. Ils n'ont pas frappé à la porte. Ils l'ont enfoncé d'un coup de pied. 3 hommes imposants, au visage froid comme la glace et aux yeux de gens habitués depuis longtemps à voir les autres mendier. Le huissier a jeté une pile de papier sur le sol devant Eve et lui a dit que son mari avait signé chacun d'entre eux, que cet appartement, ses meubles et même sa vie elle-même leur appartenaient désormais. Eve a essayé d'expliquer qu'elle ne savait rien de ses dettes, qu'elle n'avait jamais rien signé, mais l'homme s'est contenté de ricaner et de dire que le mariage la rendait responsable, que la loi était de leur côté et qu'elle avait exactement 2 semaines pour disparaître avant qu'il ne lui prenne la chose la plus précieuse qui lui restait. Son regard se posa sur Lily, qui tremblait dans un coin de la pièce, et son sourire donna la nausée à Eve. Ils commencèrent à étiqueter chaque objet de l'appartement comme s'ils faisaient l'inventaire d'un entrepôt. La télévision, le lit, la table et les chaises, même les photos de famille accrochées au mur. Ils emportèrent tout, ne laissant derrière eux que l'humiliation et le désespoir. Lorsque l'appartement fut aussi vide que son cœur, Eve regarda autour d'elle et se rendit compte que les créanciers n'avaient pas pris la peine de toucher à 3 objets, car ils ne valaient pas 1 centime. La lourde poêle en fonte noire qui avait appartenu à sa mère pendant 20 ans avant son décès. La petite boîte à épices en bois de sa grand-mère, qui portait encore le parfum du basilic et des herbes séchées d'autrefois, et le cahier de recettes manuscrit, jauni par le temps, dont chaque page consignait les plats cuisinés avec amour par 3 générations de femmes de sa famille. Elles n'avaient aucune valeur monétaire, mais elles étaient tout ce qui restait de la vie qu'elle avait perdue. Eve regarda Lily, sa sœur de 17 ans, avec ses grands yeux remplis de peur et sa peau pâle due à une malformation cardiaque congénitale. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'entraîner dans cet enfer. Elle emmena Lily à l'hôpital caritatif St. Mary's, à la périphérie de la ville, où les religieuses prendraient soin d'elle pendant qu'elles attendraient. Eve s'agenouilla devant sa sœur, lui serra les petites mains glacées et lui promit qu'elle reviendrait, qu'elle trouverait un moyen de gagner de l'argent pour payer son traitement, que quoi qu'il arrive, elle ne l'abandonnerait pas. Lily pleura et s'accrocha à elle, son corps fragile tremblant de sanglots. Eve dut la détacher doucement et s'éloigner sans oser se retourner, car elle savait que si elle regardait une fois de plus, elle n'aurait pas le courage de partir. Elle marcha dans les rues de New York avec un vieux sac à dos contenant 3 objets de famille, une poche ne contenant que quelques pièces de monnaie et un cœur lourd comme une pierre. La ville était toujours bruyante et animée. Des millions de personnes se déplaçaient, riaient, vivaient leur vie.
Mais pour Eve, le monde s'était complètement effondré, et elle n'était plus qu'un fantôme invisible dérivant parmi une foule d'inconnus. La première nuit sans toit fut la plus longue nuit de la vie d'Eve. Elle erra dans les rues de Manhattan, les jambes douloureuses et le cœur accroché à un fragile espoir, frappant à la porte de tous les restaurants, tous les cafés, toutes les boulangeries qu'elle pouvait trouver. Elle lissa ses cheveux emmêlés, tenta de cacher les ecchymoses sur son visage avec le peu de maquillage qui restait dans son sac et s'efforça d'arborer le sourire le plus poli possible. Elle leur dit qu'elle savait cuisiner, qu'elle pouvait tout faire de la vaisselle au nettoyage des sols et que tout ce dont elle avait besoin était un travail et un repas par jour. Mais toutes les portes se refermèrent devant elle. Le gérant d'un restaurant italien la regarda de haut en bas et secoua la tête, disant qu'il n'embauchait pas de personnes sans papier et sans adresse fixe. Le propriétaire de la boulangerie fronça les sourcils en voyant les ecchymoses sur son visage et lui dit d'aller voir ailleurs, disant qu'il ne voulait pas d'ennui. Le chef cuisinier d'un petit restaurant ne l'a même pas laissé finir sa phrase, la chassant d'un geste de la main comme s'il s'agissait d'un chien errant. À chaque fois qu'elle était rejetée, Eve ravalait ses larmes et passait à la porte suivante. Elle ne demandait pas la charité. Elle demandait une chance de travailler. Mais cette ville n'avait pas de place pour les gens comme elle. Ceux qui n'avaient rien d'autre que leurs mains et un sens de la dignité qui s'effritait lentement. Lorsque la dernière lueur s'évanouit derrière les gratte-ciels, Eve réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses pieds la portèrent instinctivement vers Central Park, à la recherche d'un abri. Elle trouva un banc en pierre caché derrière des buissons, s'assit et sentit le froid de la nuit new-yorkaise s'infiltrer dans ses os. Elle serra son sac à dos contre sa poitrine comme s'il était la seule chose qui la reliait encore au monde. À l'intérieur se trouvaient la poêle en fonte de sa mère, la boîte à épices de sa grand-mère et le cahier de recettes jauni. Autour d'elle, la ville rugissait sans répit. Les sirènes des ambulances déchiraient l'obscurité. Les moteurs des voitures grognaient comme la respiration d'une bête gigantesque. Les rires et les voix des passants flottaient au loin, si insouciants et joyeux qu'Eve avait l'impression de vivre dans un autre monde. De temps en temps, une ombre passait près d'elle, et à chaque fois, son cœur battait la chamade. Elle pensait aux histoires de femmes agressées dans le parc la nuit, aux prédateurs qui rôdaient dans l'obscurité, aux voleurs prêts à tuer pour quelques pièces de monnaie. Elle n'osait pas fermer les yeux, se recroquevillait sur elle-même, fixait l'obscurité et priait pour que l'aube arrive plus vite. Le vent balayait les arbres, apportant avec lui le froid mordant de la fin de l'automne. Eve frissonnait dans son manteau léger, les dents claquant sans qu'elle puisse les contrôler. Elle pensait à Lily, allongée à l'hôpital. Elle pensait au petit appartement qui avait autrefois été le foyer des deux sœurs. Elle pensait aux nuits où elle préparait du porridge pour sa sœur pendant ses crises douloureuses. Des larmes coulèrent sur ses joues, aussi glacées que la nuit qui l'enveloppait. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule de sa vie. Dans une ville de 8 millions d'habitants, elle n'était qu'un grain de poussière invisible, ignoré, négligé, comme si sa vie ou sa mort n'avait aucune importance pour personne. Mais elle ne pouvait pas mourir. Pas maintenant. Pas alors que Lily attendait toujours son retour. Elle se dit que ce n'était qu'une nuit, que demain serait différent, qu'elle trouverait un moyen. Mais au fond d'elle-même, elle savait que l'obscurité ne faisait que commencer. Le deuxième jour fut encore plus brutal que le premier. Eve continua à chercher du travail, les yeux cernés par le manque de sommeil et l'estomac qui commençait à lui faire mal à cause de la faim. Elle utilisa ses dernières pièces pour acheter une petite miche de pain, la coupa en deux, en mangea une moitié et garda l'autre pour le lendemain. Elle frappa à des dizaines d'autres portes, de restaurants haut de gamme à de modestes échoppes de Chinatown, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Non, nous n'avons besoin de personne. Partez, ne revenez pas. Lorsque la nuit tomba pour la deuxième fois, Eve décida de ne pas retourner à Central Park, car elle avait peur des regards des sans-abri qui avaient commencé à la remarquer la nuit précédente. Elle se dirigea vers le Lower East Side, à la recherche d'un coin caché où passer la nuit. Ce fut une erreur fatale. Elle s'engagea dans une ruelle qu'elle croyait vide et sûre, mais elle se trompait. Deux silhouettes sombres se détachaient du mur, comme si elles étaient là depuis un moment à attendre leur proie. L'une était grande et mince, les yeux injectés de sang à cause de la drogue. L'autre était petite et solide, arborant un sourire qui révélait des dents jaunies.
Elles s'approchèrent d'Ève, lui bloquant toute issue, et la grande passa sa langue sur ses lèvres comme un animal qui lorgne sa proie. Elle dit qu'une jolie fille comme elle qui se promenait seule la nuit était un tel gâchis. Que si elle se comportait bien, il serait gentil, et si elle ne le faisait pas, elle ne devrait pas les blâmer d'être cruelle. Yves recula jusqu'à ce que son dos touche le mur glacé, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Elle chercha désespérément une issue et repéra une grande benne à ordures au coin de la ruelle. Derrière celle-ci, un passage étroit qui pouvait mener à une autre rue. Lorsque l'homme le plus petit tendit la main pour l'attraper, Yves agit par pur instinct de survie. Elle lui lança son sac à dos au visage, le faisant vaciller pendant une seconde. Et pendant 7 secondes, elle sprinta vers la benne à ordures, la franchissant avec une vitesse qu'elle ne se savait pas posséder. Elle entendit des jurons et des pas derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Elle courut simplement. Elle courut comme si tout l'enfer la poursuivait. Elle se faufila dans des ruelles sombres, passa devant des tas d'ordures en décomposition, tomba et se releva, les genoux écorchés et ensanglantés. Mais elle ne s'arrêta pas. Finalement, lorsque le bruit de la poursuite s'estompa complètement, elle s'effondra derrière un parking vide, haletant pour reprendre son souffle. Tout son corps tremblait de manière incontrôlable. Elle baissa les yeux vers ses mains et vit qu'elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait même pas serrer les poings. Des larmes coulaient sur ses joues, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la terreur. À cause de la prise de conscience qu'elle avait failli mourir, qu'elle avait failli être violée, qu'elle avait failli tout perdre en un instant. Elle serra son sac à dos contre sa poitrine, reconnaissante d'avoir réussi à l'attraper pendant sa fuite, et pleura silencieusement dans l'obscurité. Elle resta assise là pendant des heures, n'osant pas bouger, n'osant pas respirer trop fort, attendant le jour, comme si elle attendait le salut. Et dans ces heures les plus sombres, l'image de Lily envahissait son esprit. Sa petite sœur, avec ses grands yeux et son sourire fragile, allongée dans un lit d'hôpital avec un cœur malade, attendant son retour, croyant que sa sœur tiendrait sa promesse. Yves pensait à ce qui arriverait à Lily si elle mourait ici. Qui paierait son opération? Qui lui tiendrait la main quand elle aurait peur? Qui lui dirait que tout irait bien? Non, Yves n'avait pas le droit de mourir. Pas aujourd'hui. Pas dans cette ruelle sordide. Pas alors que sa sœur avait encore besoin d'elle. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main sale, prit d'une profonde inspiration et se dit qu'elle survivrait à cette nuit, survivrait à demain, survivrait à tout ce que le destin lui réservait. Pour Lily, pour la promesse qu'elle avait faite, parce qu'elle n'avait plus rien à perdre, sauf sa propre vie. Au 3e jour, la faim était devenue une créature vivante à l'intérieur d'Ève, rongeant chaque cellule, chaque fibre musculaire, chaque goutte d'énergie qui restait dans son corps. La demi-miche de pain qu'elle avait gardée avait disparu depuis hier matin. Et depuis, elle buvait l'eau des robinets publics pour tromper son estomac vide. Sa tête tournait chaque fois qu'elle se levait trop vite. Sa vision était floue. Des taches lumineuses dansaient devant ses yeux. Ses jambes étaient lourdes comme des pierres. Chaque pas lui demandait un effort extraordinaire. Elle savait que si elle ne mangeait pas quelque chose rapidement, elle s'effondrerait là, dans la rue, et ne se relèverait jamais. Yves fouilla dans sa poche et compta les dernières pièces qui lui restaient. Pas assez pour un repas correct, mais peut-être assez pour un petit sac de haricots secs dans une épicerie bon marché. Elle se traîna jusqu'à une petite boutique de Chinatown et acheta un minuscule sac de haricots blancs à un prix si bas que le commerçant la regarda avec pitié. Elle s'en moquait. Elle avait dépassé le stade de la honte depuis longtemps. Le sac de haricots à la main, Yves se dirigea vers Little Italy alors que le coucher de soleil commençait à teinter le ciel de New York de rouge. Elle se souvenait que sa mère lui avait dit un jour que les Italiens croyaient à la magie de la nourriture, qu'un bon repas pouvait guérir n'importe quelle blessure. Et peut-être avait-elle besoin d'un peu de cette magie maintenant. Elle trouva une petite place avec une vieille fontaine qui ne fonctionnait plus depuis longtemps, entourée de cafés et de restaurants qui se préparaient à fermer pour la nuit. Elle choisit un coin caché près d'un mur de briques rouges, où la lumière des réverbères n'arrivait pas, et se mit à faire la seule chose qu'elle savait faire mieux que tout au monde. Cuisiner. Yves trouva une poubelle métallique abandonnée à proximité, la retourna et rassembla des morceaux de bois, de vieux journaux et des branches tombées pour faire un feu à l'intérieur.
Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit son sac à dos et en sortit la poêle en fonte de sa mère, celle qu'il avait suivie pendant 20 ans et qui était désormais le bien le plus précieux qu'Yves possédait encore. Elle puisa de l'eau dans la vieille fontaine, la versa dans la poêle, y ajouta les haricots et la posa sur les flammes grandissantes. Puis elle ouvrit la boîte à épices de sa grand-mère, qui contenait encore des petits sachets de thym, de feuilles de laurier, de sel, de poivre et d'ail séché qu'elle avait gardé comme un trésor. Ses mains cessèrent de trembler lorsqu'elle saupoudra les épices dans la casserole de haricots qui bouillonnait doucement. C'était le langage qu'elle parlait couramment, la danse que son corps connaissait par cœur, la seule chose qu'elle savait encore bien faire dans un monde qui lui avait tourné le dos. Elle remua les haricots avec une petite cuillère en bois, lentement et patiemment, comme sa mère le lui avait appris, comme sa grand-mère l'avait appris à sa mère, comme si elle versait de l'amour dans chaque haricot, qui ramollissait dans l'eau bouillante, puis l'odeur commença à se répandre. Ce n'était pas l'odeur de la pauvreté ou du désespoir. C'était l'odeur de la famille, des soirées passées autour d'une table, de l'amour cuit lentement avec du temps et de l'attention. Le temps se mêlait à l'ail, les haricots ramollissaient dans leur bouillon. L'odeur des jours révolus, quand sa mère était encore en vie et que sa grand-mère racontait encore des histoires dans la cuisine. L'arôme flottait dans la fraîcheur de la nuit d'automne, se répandant sur la petite place comme une invitation silencieuse. Yves s'assit près du feu, remuant de la marmite, et sentit quelque chose comme une dignité lui revenir. Elle avait perdu sa maison, perdu son mari, perdu tout, mais elle avait encore ses mains. Elle savait encore comment transformer des ingrédients simples en un repas préparé avec amour. Et peut-être, juste peut-être, était-ce tout ce dont elle avait besoin pour recommencer. Elle ne savait pas que l'odeur de sa petite marmite de haricots attirait un regard de l'autre côté de la place. Les yeux d'un vieil homme aux cheveux argentés qui s'approchait avec un regard curieux et le cœur rempli de souvenirs du passé. Le vieil homme s'approcha du feu à pas lents et mesurés, sa canne en bois tapotant doucement contre la pierre de la place. Ses cheveux étaient blancs comme neige, son dos légèrement courbé par l'âge, mais ses yeux bleus restaient vifs et perçants, comme s'ils portaient en eux toute une vie d'histoire. Il s'arrêta à quelques pas d'Ève, pris d'une profonde inspiration, et ferma les yeux comme s'il savourait quelque chose de précieux qu'il avait perdu depuis longtemps. Yves l'observait avec méfiance, son instinct de survie forgé par 2 nuits passées dans la rue, l'empêchant de faire confiance à qui que ce soit. Mais le vieil homme se contenta de lui sourire gentiment et lui dit que ses haricots mijotés sentaient merveilleusement bon, qu'il n'avait pas respiré une telle odeur depuis 15 ans, et lui demanda s'il pouvait s'asseoir. Yves le regarda dans les yeux et y vit de la sincérité, de la solitude, quelque chose qui lui était douloureusement familier. Elle acquiesça et se déplaça pour lui faire de la place près du feu. Le vieil homme se présenta comme étant Thomas Brennan, âgé de 72 ans, vivant seul dans un petit appartement à quelques pâtés de maison de là. Il expliqua qu'il marchait toutes les nuits parce qu'il ne pouvait pas dormir, son appartement étant trop calme et il ne supportait pas ce silence. Lorsque les haricots furent prêts, Yves en versa une portion dans un bol en plastique qu'elle avait trouvé quelque part et le tendit à Thomas. Il la regarda avec surprise et lui demanda si elle n'avait pas faim, pourquoi elle partageait son repas avec un inconnu comme lui. Yves répondit simplement que sa mère lui avait appris que la nourriture avait meilleur goût lorsqu'elle était partagée, qu'un repas pris seul n'était qu'une question de survie, mais qu'un repas pris ensemble était une question de vie. Thomas prit le bol, le porta à ses lèvres et en but une petite cuillerée. Puis il s'arrêta. Ses épaules se mirent à trembler et des larmes roulèrent sur ses joues ridées. Yves paniqua et lui demanda si elle avait mal cuisiné, si les haricots étaient trop salés, mais Thomas se contenta de secouer la tête et de pleurer. Il pleurait comme un enfant. Il pleurait comme s'il avait retenu ses larmes pendant trop longtemps et ne pouvait plus les contenir. Quand il se calma enfin, il parla à Yves de Margaret, la femme qu'il avait aimée pendant 40 ans et qu'il avait perdue il y a 15 ans d'un cancer. Il dit que Margaret cuisinait les haricots exactement comme ça. Le même temps de cuisson, la même touche délicate d'ail, la même sensation d'être réconforté de l'intérieur. Il dit que depuis le décès de Margaret, personne n'avait plus cuisiné pour lui avec autant d'amour, qu'il avait oublié ce que c'était que d'être choyé. Ève l'écouta, la gorge serrée. Elle voyait en Thomas son propre avenir,
quelqu'un qui avait tout perdu et qui essayait malgré tout de continuer à vivre avec des souvenirs douloureux. Thomas essuya ses larmes et demanda à Eve pourquoi une jeune femme comme elle était assise sur une place à cuisiner ainsi, pourquoi elle avait des bleus sur le visage, pourquoi ses yeux reflétaient une telle tristesse. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son appartement, Eve raconta son histoire à quelqu'un. Elle parla de Derek, d'un mariage infernal de 4 ans, des coups et des humiliations. Elle parla de sa mort soudaine, des dettes énormes qu'il avait laissées derrière lui, des créanciers qui menaçaient de la tuer et de vendre sa sœur. Elle parla de Lily, sa sœur de 17 ans, alitée à l'hôpital avec un cœur défaillant, attendant une opération qu'elle ne savait pas comment payer. Elle a parlé de ses 3 nuits d'errance, des portes qui lui claquaient au nez, d'une ruelle sombre et de 2 hommes qui avaient failli lui prendre tout ce qu'elle avait. Elle a tout raconté sans rien cacher, sans embellir, seulement la vérité crue d'une vie tombant dans l'abîme. Thomas l'a écoutée sans l'interrompre, sans la juger, assis en silence jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. Quand Eve eut fini, il resta immobile pendant un long moment, regardant pensivement les flammes. Puis il dit que le destin l'avait amené ici pour une raison. Il lui raconta que 30 ans plus tôt, il avait été le chef cuisinier de la famille Castellano, l'une des familles les plus puissantes de New York. Il cuisinait pour le vieux patron, pour des réunions secrètes, pour des dîners somptueux dans un manoir de Long Island. Il avait pris sa retraite lorsque Margaret était tombée malade, mais il était resté en contact avec quelques personnes de l'organisation. Il dit que maintenant, le nouveau chef de la famille Castellano, un homme nommé Roman, avait besoin d'un chef privé après le décès du précédent quelques mois auparavant. Eve se figea en entendant ce nom. Tout le monde savait qui était Roman Castellano, le parrain de la mafia le plus notoire de la ville, un homme que même la police n'osait pas se toucher. Quelqu'un qui, selon la rumeur, avait tué d'innombrables personnes de ses propres mains. Thomas vit la peur dans les yeux d'Eve et dit qu'il comprenait que Roman était dangereux, froid et impitoyable. Mais il ajouta que si Eve faisait ses preuves, elle aurait un endroit sûr où vivre et un salaire suffisant pour payer l'opération de sa sœur. Il tendit à Eve un petit bout de papier avec l'adresse du manoir de Long Island et lui dit de s'y rendre avant l'aube, d'être humble sans perdre sa dignité, de laisser sa cuisine parler pour elle et de ne jamais le regarder dans les yeux trop longtemps. Eve tenait le papier, sentant son poids aussi lourd que son destin. Elle demanda à Thomas pourquoi il l'aidait, elle, une inconnue qu'il venait de rencontrer. Le vieil homme sourit tristement et répondit que c'était parce qu'elle lui avait offert le meilleur repas qu'il avait mangé depuis 15 ans, parce qu'elle lui rappelait Margaret et parce qu'il croyait que les gens qui cuisinaient avec amour méritaient une seconde chance. Eve quitta Thomas lorsque le feu dans la poubelle ne fut plus qu'un tas de braises rougeoyantes. Le vieil homme lui serra la main et lui dit de croire en elle, qu'il avait vécu assez longtemps pour savoir qui possédait un vrai talent et qui faisait seulement semblant, et qu'elle appartenait à la première catégorie. Eve le remercia, glissa le bout de papier avec l'adresse dans la poche intérieure de son manteau, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable, et se mit à marcher dans la nuit. Long Island se trouvait à des dizaines de kilomètres de Manhattan, et Eve n'avait pas d'argent pour prendre le train ou le bus. Tout ce qu'elle avait, c'était ses jambes épuisées par 3 jours d'errance et une volonté farouche qui brûlait dans sa poitrine. Elle marcha dans les rues de Manhattan plongée dans le sommeil. Elle passa devant de grands immeubles où seules quelques lumières éparses brillaient encore. Elle passa devant des bars où la musique et les rires flottaient encore dans l'air. Elle traversa le pont de Brooklyn sous la lueur jaune pâle des lampadaires. Elle regarda les eaux sombres de l'East River en contrebas et se demanda si elle marchait vers sa dernière chance ou droit vers l'enfer. Le vent nocturne transperçait son manteau fin, lui mordait la peau et la faisait frissonner par vagues. Mais elle ne s'arrêta pas. Chaque pas douloureux la rapprochait de Lily, de l'opération qui pourrait sauver la vie de sa sœur, de son dernier espoir fragile. Elle traversa le Queens au cœur de la nuit. Alors que les rues étaient désertes et que seuls les aboiements lointains des chiens rompaient le silence, elle marcha dans des quartiers résidentiels calmes, bordés de petites maisons coquettes où les gens dormaient au chaud sous leurs couvertures, inconscients qu'à l'extérieur, une jeune femme marchait dans la nuit à la recherche d'une chance de vivre. La peur la suivait à chaque pas. Elle repensa à tout ce qu'elle avait entendu dire sur Roman Castellano, aux rumeurs selon lesquelles il avait tué de ses propres mains, qu'il pouvait ordonner la mort sans ciller,
que tous ceux qui lui déplaisaient disparaissaient sans laisser de traces. Elle se demanda si elle n'était pas en train de mettre sa propre tête dans un nœud coulant, si elle serait encore en vie pour voir le soleil se lever le lendemain. Mais elle pensa alors à Lily, à ses grands yeux, à son sourire fragile lorsqu'elle lui avait dit « Ma sœur, je te crois ». Et Eve sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. Entre une mort certaine aux mains des créanciers et une chance fragile entre les mains d'un parrain de la mafia, elle choisit la chance. Alors que le ciel passait du noir au gris, annonçant l'approche de l'aube, Eve le vit. Le domaine Castellano se dressait au bout de la route comme un château de conte de fées sombres. De hauts murs de pierre entouraient le vaste terrain. Un énorme portail en fer forgé était orné de motifs entrelacés ressemblant à des serpents. Des caméras de sécurité étaient installées partout. Des lumières rouges clignotaient comme des yeux qui suivaient chacun de ses mouvements. Au-delà du portail, elle aperçut un immense manoir à l'architecture classique. Des colonnes de pierre blanche, de hautes fenêtres et de profonds rideaux de velours rouge. Ce n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle. C'était un domaine de pouvoir, d'argent, de ténèbres et de secrets. Eve s'arrêta devant la porte, le cœur battant violemment, les pieds la démangeant de faire demi-tour et de s'enfuir, mais son esprit la retint sur place. Elle prit d'une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et pensa à Lily, à Thomas, aux pots de haricots parfumés sur la place, à tout ce qui l'avait amené ici. Puis elle ouvrit les yeux, leva la tête et s'avança vers les portes de l'enfer. Eve s'approcha de la grille en fer. Deux silhouettes sombres jaillirent de la guérite et lui bloquèrent le passage. Les deux gardes étaient bâtis comme des murs ambulants, vêtus de costumes noirs, des oreillettes sur les oreilles, les mains posées sur la table, où elle savait que des armes étaient dissimulées. Celui qui se trouvait devant avait le visage marqué de cicatrices et des yeux froids comme l'acier. Il regarda Eve de haut en bas avec un mépris non dissimulé et exigea de savoir qui elle était et ce qu'elle pensait faire ici à cette heure-là, sa voix claquant comme celle d'un chien de garde dressé pour déchirer la chair. Eve ravala sa peur et dit qu'elle voulait voir M. Castellano, qu'elle avait entendu dire qu'il cherchait un chef cuisinier et qu'elle souhaitait postuler. Les deux gardes se regardèrent et éclatèrent de rire, leur voix déchirant le petit matin comme les cris des corbeaux. Celui qui avait des cicatrices lui demanda si elle s'était regardée dans un miroir. Il lui dit qu'elle ressemblait à un chat errant qui venait d'être renversé par une voiture. Il lui dit que leur patron ne recevait pas les vagabonds sales comme elle et lui ordonna de disparaître avant qu'il ne fasse quelque chose qu'elle regretterait. Eve sentit le sang lui monter au visage. Elle sentit l'humiliation lui brûler la poitrine, mais elle ne recula pas. Elle avait marché toute la nuit pour arriver ici, enduré 3 jours d'enfer dans les rues, failli mourir dans une ruelle sombre, et elle ne pouvait pas repartir les mains vides. Elle croisa le regard du garde et lui dit qu'elle n'irait nulle part tant qu'elle n'aurait pas vu M. Castellano, qu'elle pouvait rester là toute la journée si nécessaire, et que s'il voulait qu'elle parte, il devrait utiliser la force, car elle ne partirait pas de son plein gré. Les yeux du garde balafré s'écarquillèrent tandis qu'il s'avançait de manière menaçante, sa main agrippant Eve par le col pour l'entraîner loin de là. Mais à ce moment précis, une voix grave et froide retentit derrière eux. « Lâchez-la », dit-il. Le garde se figea, relâcha immédiatement son emprise et recula, visiblement impressionné. Eve se retourna et vit un homme sortir d'une porte latérale. Il avait environ 38 ans, était grand et solidement bâti, portait un costume gris avec une chemise noire en dessous, avait les cheveux noirs soigneusement lissés en arrière et des yeux bruns aussi perçants que des lames. C'était Marco Ricci, le bras droit de Roman Castellano, un homme dont Eve allait bientôt découvrir qu'il était plus loyal envers son patron qu'envers sa propre vie. Marco s'interposa devant Eve et l'observa d'un regard froid et insistant. Il vit une jeune femme vêtue de vêtements froissés, les cheveux en bataille, le visage couvert de bleu et les yeux cernés par la fatigue. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de sortir de l'enfer, et c'était peut-être le cas. Il lui demanda qui elle était et pourquoi elle pensait avoir le droit d'exiger de rencontrer son patron. Eve prit une profonde inspiration et répondit brièvement que Thomas Brennan l'avait envoyé, qu'elle avait entendu dire que M. Castellano, tu avais besoin d'un chef cuisinier
et qu'elle cuisinait mieux que tous ceux qu'il avait jamais engagés. Marco haussa un sourcil en entendant le nom de Thomas Brennan, une lueur de surprise traversant son visage habituellement impassible. Il connaissait Thomas, savait que le vieil homme avait été le chef cuisinier légendaire de la famille Castellano avant de prendre sa retraite, et il savait que Thomas ne recommandait jamais personne sans bonne raison. Marco regarda Yves dans les yeux et y vit quelque chose. Pas de supplication, pas de désespoir, mais de la détermination. La volonté de faire de quelqu'un qui avait tout perdu et n'avait plus rien à craindre. Il resta silencieux pendant un long moment, pesant sa décision, puis finit par dire qu'il informerait son patron. Mais si elle mentait ou avait d'autres intentions, elle ne quitterait jamais ce domaine de son plein gré. Yves acquiesça, imperturbable face à cette menace. Marco se retourna et lui fit signe de le suivre. L'imposante porte en fer commença à s'ouvrir lentement dans un grincement sourd, comme le gémissement d'une bête qui se réveille. Yves franchit le seuil, sentant le regard brûlant des gardes dans son dos, mais elle ne se retourna pas. Elle suivit Marco le long du chemin pavé menant au domaine. Flanqué de pelouses parfaitement entretenues et de rosières d'un rouge profond, couleur du sang, la demeure se dressait devant elle, vaste et imposante, plus impressionnante que tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. Et quelque part entre ces murs, l'homme le plus dangereux de New York l'attendait. Marco conduisit Yves à travers de longs couloirs au plafond vertigineux et aux murs ornés d'énormes peintures à l'huile. Des lustres en cristal scintillaient comme des constellations miniatures, et les sols en marbre poli reflétaient sa silhouette comme un immense miroir. Yves se sentait comme une tache mouvante au milieu de tout ce luxe. Ses vêtements froissés et ses chaussures usées laissaient de légères traces sur la pierre immaculée. Marco s'arrêta devant une grande porte en chêne, frappa 2 fois brièvement, puis l'ouvrit sans attendre de réponse. Il s'écarta et fit signe à Yves d'entrer. La pièce était un bureau spacieux avec des murs lambrissés de bois sombre, des étagères allant jusqu'au plafond et un immense bureau en noyer placé au centre. Mais Yves ne vit rien d'autre que l'homme debout près de la fenêtre, lui tournant le dos, regardant le jardin comme s'il surveillait son royaume. Roman Castellano. Il se retourna au bruit de la porte et Yves vit enfin clairement le visage de l'homme que toute la ville craignait. Il avait 36 ans, la dépassait de près de 2 têtes et avait la carrure solide de quelqu'un habitué à la fois au pouvoir et à la violence. Ses cheveux d'un noir de jais étaient coupés courts, les tempes parsemées de quelques mèches argentées prématurées, comme les marques d'innombrables nuits blanches. Son visage était finement sculpté, avec des pommettes saillantes, un nez droit et une mâchoire carrée qui semblaient avoir été taillés dans le marbre. Mais le plus terrifiant étaient ses yeux, gris comme un orage, froids comme la glace, profonds comme un abîme sans fond. Ses yeux se posèrent sur Yves et elle eut l'impression que son âme était mise à nu, lue page après page comme un livre ouvert. Roman ne dit rien, se contentant de rester là à la regarder dans un silence pesant. Marco prit la parole, rapportant que la jeune fille avait été envoyée par Thomas Brennan, qui disait qu'elle savait cuisiner et cherchait du travail. Roman ne dit toujours rien, ses yeux gris ne quittant pas Yves. Le silence s'éternisait, suffocant. Ève sentit ses genoux fléchir. Elle eut envie de se retourner et de s'enfuir, de faire n'importe quoi pour échapper à ce regard qui pesait sur elle comme un poids invisible. Mais elle se souvint des paroles de Thomas, se souvint de Lily, se souvint pourquoi elle était là. Elle prit une profonde inspiration et fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire de toute sa vie. Elle s'agenouilla, ses genoux touchèrent le sol en marbre glacé, ses mains reposèrent sur ses cuisses. Elle baissa la tête mais leva les yeux vers lui. Elle dit qu'elle savait qu'elle ne valait rien, qu'elle n'était qu'une vagabonde les mains vides, mais qu'elle savait cuisiner et que s'il lui donnait une chance, elle prouverait qu'elle méritait de vivre. Pour la première fois, quelque chose brilla dans les yeux froids de Roman. Ce n'était ni de la pitié, ni du mépris, mais une étrange curiosité. Il s'approcha, ses chaussures en cuir noir s'arrêtant juste devant elle, si près qu'elle pouvait voir son reflet dans le cuir poli. Puis il parla, d'une voix basse et froide comme l'acier. « Levez-vous. » Ève se leva, les jambes légèrement tremblantes, mais elle se força à rester debout. Roman l'observa longuement, puis se tourna vers Marco et prononça 2 mots. « Emmène-la à la cuisine. » Marco conduisit Yves au sous-sol où l'attendait la plus grande cuisine qu'elle ait jamais vue de sa vie. Elle était aussi grande que son ancien appartement,
avec des cuisinières industrielles rutilantes, d'énormes réfrigérateurs en acier inoxydable, des étagères remplies d'épices provenant du monde entier et des couteaux disposés avec soin comme des œuvres d'art. Eve se tenait au centre de la cuisine, submergée par sa perfection. C'était le paradis pour toute chef cuisinier, un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer, mais elle n'avait pas le temps de l'admirer. Roman entra derrière elle, s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, ses yeux gris suivant chacun de ses mouvements. Il lui dit qu'elle avait 1 heure pour cuisiner un plat, le plat de son choix, et que s'il n'était pas satisfait, elle serait immédiatement mise à la porte. Eve déglutit péniblement, sentant la pression s'abattre sur ses épaules comme une pierre. Ses mains se mirent à trembler lorsqu'elle ouvrit le réfrigérateur, fixant les ingrédients frais disposés comme des pierres précieuses. Elle devait choisir un seul plat qui déciderait de son sort. Et à ce moment-là, elle pensa à sa mère, aux après-midi dans leur petite cuisine, aux pâtes que sa mère lui préparait chaque fois qu'elle était triste ou malade. Des pâtes à la sauce tomate fraîche, simples mais pleines d'amour. Elle avait pris des tomates, de l'ail, du basilic frais, de l'huile d'olive et des spaghettis. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle commença à couper des tomates. Mais peu à peu, alors qu'elle se laissait aller au rythme familier, les tremblements s'estompèrent. Elle fit revenir l'ail et l'huile d'olive jusqu'à ce que l'arôme se dégage. Elle ajouta les tomates et les écrasa délicatement pour préserver leur fraîcheur, puis assaisonna avec du sel, du poivre et une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité. Elle fit cuire les pâtes al dente, les égoutta et les mélangea directement à la sauce, en ajoutant du basilic frais déchiqueté et un peu d'eau de cuisson, afin que la sauce adhère à chaque brin. Le parfum emplit la cuisine, l'odeur des tomates mûres, de l'ail parfumé, du basilic frais, l'odeur des repas en famille et de l'amour cuisiné avec soin. Eve dressa les assiettes, saupoudra de parmesan finement râpé et termina par une feuille de basilic. Elle posa l'assiette sur la table devant Roman, s'inclina et recula. Roman regarda le plat, le visage impassible. Il prit sa fourchette, enroula une petite portion de pâte et la porta à sa bouche. Il mâcha lentement, les yeux gris ne quittant jamais l'assiette. Eve retint son souffle, le cœur battant comme un tambour de guerre, avec l'impression que toute sa vie dépendait de la pointe de sa fourchette. Roman posa la fourchette. Le silence s'étira. 1 seconde, 2, 5, 10. Ève crut qu'elle allait s'évanouir sous l'effet de la tension. Puis Roman prit la parole d'une voix toujours froide, mais subtilement différente. 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour faire vos preuves. Si vous échouez, vous regretterez d'avoir mis les pieds ici. Ève baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux sans couler. Elle murmura « Merci ». À cet instant, elle sut qu'elle avait franchi les portes de l'enfer. Mais au moins, elle était en vie. Au moins, elle avait 1 semaine. Marco conduisit Eve dans une petite chambre dans les quartiers des domestiques, à l'écart derrière le manoir principal. La pièce était à peine assez grande pour accueillir un lit simple, une armoire étroite et une vieille table de chevet. Les murs blancs avaient jauni avec le temps. Une petite fenêtre donnait sur le parking arrière et le plancher en bois craquait à chaque pas. Comparé au luxe de la maison principale, cette pièce appartenait à un autre monde. Mais pour Eve, après 3 nuits passées à dormir sur des bancs publics et dans des ruelles sales, c'était le paradis. Elle avait un lit, un toit et une chance. C'était tout ce dont elle avait besoin. Marco lui tendit un uniforme de cuisine blanc et lui dit qu'elle devait être dans la cuisine à 4 heures du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde dans le domaine. Une vingtaine de personnes, dont le patron, les gardes et le personnel. Il l'avertit que personne ici n'appréciait de sa présence, qu'elle était seule et que si elle commettait la moindre erreur, personne ne la protégerait. Eve acquiesça et le remercia, même si elle savait que sa gratitude ne signifiait rien pour un homme comme Marco. Lors de sa première nuit dans le domaine, Eve dormit à peine. Elle était allongée sur le lit le plus moelleux qu'elle ait connu depuis des années, mais son esprit était envahi par la peur et l'inquiétude. Elle pensait à Lily, à l'opération, aux 7 petits jours dont elle disposait pour faire ses preuves. Elle somnola par intermittence et se réveilla avant que le réveil ne sonne. À 3h30 du matin, le premier jour commença dans l'obscurité. Eve entra dans la cuisine avant le lever du soleil, le vaste espace n'étant éclairé que par des lumières fluorescentes froides. Elle n'était pas seule. 2 commis de cuisine étaient déjà là.
Un homme d'âge moyen nommé Carlos et une jeune femme nommée Na, qui la regardaient tous deux avec une hostilité non dissimulée. Carlos croisa les bras et dit qu'il travaillait ici depuis 8 ans et qu'il n'avait pas besoin qu'une inconnue lui dise quoi faire. Na ricana et ajouta qu'elle se demandait ce que cette fille avait fait pour mériter sa place dans la maison, son ton chargé d'insinuations grossières. Eve ravala sa colère et ne répondit pas. Elle savait que discuter ne servirait à rien, que la seule façon de faire ses preuves était par l'action, pas par les mots. Elle commença à préparer le petit déjeuner, travaillant seule sous le regard de Carlos et Nina, qui attendaient clairement qu'elle échoue. Elle fit frire des œufs, cuit du bacon, grilla du pain, prépara du café et disposa le tout soigneusement sur des assiettes blanches immaculées. Lorsque le petit déjeuner fut servi à l'heure, personne ne la félicita, mais personne ne se plaignit non plus. Eve considéra cela comme une petite victoire. Le deuxième jour fut plus difficile. Eve se leva toujours à 4 heures. Elle entra toujours dans la cuisine dans l'obscurité, toujours confrontée au regard méprisant de Carlos et Nina. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une hostilité silencieuse. Vers midi, alors qu'Eve préparait une marmite de minestrone pour le déjeuner des gardes, un homme entra dans la cuisine sans prévenir. Il avait environ 42 ans, était grand et mince, vêtu d'un costume coûteux, avec un visage aux traits anguleux et des yeux aussi froids que la glace. Victor Benedetti, l'un des hommes les plus puissants de l'organisation, juste après Roman et Marco. Eve ne le savait pas. Elle voyait seulement un inconnu debout près de sa cuisinière, le visage impénétrable. Victor la dévisagea et dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait une nouvelle cuisinière et qu'il voulait voir si elle était aussi douée que les gens le prétendaient. Eve l'invita poliment à patienter, lui disant que le déjeuner serait prêt dans 30 minutes. Victor acquiesça et quitta la cuisine. Eve retourna à sa soupe, sans se douter qu'en passant devant la cuisinière, il avait versé une énorme quantité de sel dans la marmite. 20 minutes plus tard, quand Eve goûta la soupe, elle faillit pleurer. Elle était insupportablement salée, comme si quelqu'un y avait versé tout un pot de sel. Elle baissa les yeux vers la marmite, puis regarda autour d'elle dans la cuisine et aperçut le sourire triomphant de Carlos dans un coin. Elle comprit ce qui s'était passé. Quelqu'un l'avait sabotée, et Carlos le savait. Le cœur d'Ève se mit à battre à toute vitesse. Elle n'avait que 10 minutes avant de devoir servir le déjeuner si elle échouait. Cela pourrait être son dernier jour dans le domaine. Mais elle n'avait pas le temps de paniquer. Elle prit une profonde inspiration, jeta la soupe gâchée et recommença. Ses mains bougeaient plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Couper les légumes, faire revenir l'ail, verser le bouillon, assaisonner, tout cela coulait comme une danse répétée 1000 fois. Elle ne refit pas de minestrone car elle n'avait pas assez de temps. À la place, elle prépara une simple soupe à la tomate avec du basilic et une touche de crème. Un plat qu'elle pouvait terminer rapidement. Lorsque Victor Benedetti s'assit pour manger avec les gardes, la soupe à la tomate chaude fut servie juste à temps, ni 1 minute trop tôt, ni 1 seconde trop tard. Eve se tenait dans un coin de la cuisine, le dos trempé de sueur, le cœur battant encore à tout rompre, mais le visage calme, comme si de rien n'était. Victor regarda le bol devant lui, prit une cuillère et goûta. Il mangea lentement, l'expression impassible. Puis il posa la cuillère et jeta un coup d'œil vers la cuisine où se tenait Eve. Ses yeux bleus et froids croisèrent brièvement les siens, bruns. Il ne dit rien, se contenta d'acquiescer légèrement et continua à manger. Eve ne savait pas si c'était un compliment ou simplement une reconnaissance du fait qu'elle avait réussi le test. Mais elle savait une chose, quelqu'un dans ce domaine voulait qu'elle échoue, et elle devrait être beaucoup plus prudente si elle voulait survivre à la semaine. Le 3e jour, Eve fit une découverte inattendue. Elle se rendit compte que, bien qu'elle préparait chaque jour les repas pour 20 personnes, elle n'avait jamais vu Roman Castellano s'asseoir à table avec quelqu'un d'autre. Il ne prenait pas son petit déjeuner dans la grande salle à manger avec les gardes, ne déjeunait pas avec Marco dans le cercle restreint et n'apparaissait jamais au repas qu'elle servait. Eve interrogea Na avec prudence, et Nena ricana en répondant que le patron ne mangeait pas avec des domestiques comme eux, que quelqu'un lui apportait son repas dans son bureau privé et qu'Eve ne devait pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais Eve ne pouvait s'empêcher d'être curieuse. Le 3e soir, alors qu'elle nettoyait la cuisine après le dîner, elle remarqua que le plateau de Roman avait été rapporté presque intact
Le steak n'avait été coupé que quelques fois, les légumes à peine touchés, et le verre de vin était encore plein. Elle demanda à Carlos pourquoi le patron ne mangeait pas. Cette fois-ci, Carlos répondit avec une expression inhabituellement sérieuse, expliquant que le patron mangeait rarement beaucoup depuis la mort de sa femme et de son enfant, qu'il vivait comme une ombre et que personne ne pouvait changer cela. Cette nuit-là, Yves s'allongea sur son lit en pensant à l'homme le plus puissant de New York, assis seul dans un bureau sombre, fixant son assiette sans lever sa fourchette. Elle pensa à la solitude cachée sous une apparence glaciale, à une douleur que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient guérir, et elle décida de faire quelque chose d'imprudent. Le quatrième jour, à 21 heures, lorsque tout le monde eut fini de manger et que la cuisine fut redevenue silencieuse, Yves prépara un petit plateau de nourriture. Pas les plats somptueux que Carlos préparait habituellement pour le patron, pas de bœuf wagyu ni de frites de mer coûteux. Elle cuisina un simple bol de bouillie de poulet avec du gingembre, des oignons verts et quelques gouttes d'huile de sésame parfumée. Le plat que sa mère lui préparait lorsqu'elle était malade. Un plat préparé avec amour et attention, doux et réconfortant pour quelqu'un qui avait oublié ce qu'était la faim. Elle monta les escaliers avec le plateau, le cœur battant à chaque marche. Elle savait qu'elle enfreignait les règles, savait que personne n'avait le droit de s'approcher du bureau du patron sans y être convoqué. Elle savait que cela pouvait lui valoir d'être renvoyée immédiatement, voire pire. Mais elle y alla quand même. Lorsqu'elle atteignit la porte en chaîne familière, elle prit une profonde inspiration et frappa doucement. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, toujours sans réponse. Elle posa la main sur la poignée, hésita un instant, puis poussa doucement. La porte s'ouvrit. Le bureau était plongé dans l'obscurité, éclairé uniquement par une petite lampe de bureau qui illuminait le visage de Roman Castellano. Il était assis derrière son bureau, tenant une petite photo, les yeux gris fixés dessus, comme s'il contemplait un monde perdu depuis longtemps. Il ne se rendit compte que quelqu'un était entré que lorsque Yves posa le plateau dans un léger bruit. Roman leva les yeux, son regard perçant se posa sur elle avec surprise et méfiance. Il lui demanda ce qu'elle faisait là, d'une voix basse et menaçante, comme le grognement d'une bête avant d'attaquer. Yves baissa la tête et répondit qu'elle avait remarqué qu'il ne mangeait pas beaucoup, qu'elle lui avait préparé quelque chose de léger et facile à manger et qu'elle voulait simplement s'assurer qu'il ne sautait pas de repas. Elle finit de parler et resta là, attendant la fureur, attendant d'être criée, attendant tout sauf ce qui se passa ensuite. Roman la regarda longuement, puis il baissa les yeux vers le bol de porridge fumant. L'odeur du gingembre et de la ciboulette se répandit dans la pièce sombre. Il ne dit rien, prit simplement la cuillère et prit une bouchée. Puis une autre, et encore une autre. Yves resta là en silence, le regardant manger, n'osant pas bouger, n'osant pas respirer trop fort. Lorsque le bol fut à moitié vide, Roman posa la cuillère et leva les yeux vers elle. Il ne dit pas merci, ne dit rien du tout, se contenta de hocher légèrement la tête et retourna à son travail. Yves s'inclina et partit, le cœur plus léger, comme si un grand poids avait été enlevé. Le quatrième jour était également celui de la grande réunion. Marco informa Yves ce matin-là qu'il y aurait un dîner important ce soir-là avec les chefs des autres familles, environ 20 des hommes les plus puissants de la pègre new-yorkaise, et qu'elle devrait préparer un festin irréprochable. Si elle échouait, non seulement elle, mais toute la famille Castellano perdrait la face. Yves sentit la pression s'abattre sur elle comme une montagne. Mais elle n'avait pas peur. Elle avait survécu à 3 nuits dans la rue, affronté des agresseurs dans une ruelle sombre, refait une soupe ratée en 10 minutes après un sabotage. Elle pouvait y arriver. Elle planifia soigneusement le menu, choisissant des plats italiens traditionnels qui plairaient à des hommes ayant des racines en Sicile et à Naples, bruschetta aux tomates fraîches et au basilic en entrée, suivi d'un risotto aux truffes et aux champignons, d'un wabucco avec gremlada et d'une polenta crémeuse en plat principal et d'un tiramisu classique pour finir. Elle travailla toute la journée sans repos, du petit matin jusqu'à tard dans la soirée, ses mains coupant, tranchant, sautant et cuisinant sans relâche. Carlos et Nina ont reçu l'ordre de l'aider, et pour la première fois, ils ont travaillé sans sabotage ni hostilité, comprenant peut-être que si ce dîner échouait, ils en subiraient toutes les conséquences. Lorsque les invités sont entrés dans la grande salle à manger,
Eve s'est tenue dans la cuisine et a prié à travers une porte légèrement entr'ouverte. Elle a vu des hommes en costume coûteux au regard froid. Elle a vu Roman assis en bout de table avec l'autorité d'un roi. Elle a vu Marco se tenir derrière lui, la main prête à intervenir. Les plats furent servis un par un, les assiettes disposées une à une, et Eve observa leur réaction comme si elle assistait au verdict de son destin. Lorsque le dessert fut servi et que les invités commencèrent à approuver d'un signe de tête, Eve se permit enfin de respirer. Le dîner était un succès. Elle avait réussi. Alors qu'elle nettoyait la cuisine après le repas, Roman entra. Il ne dit rien, se contenta de rester là à l'observer longuement. Puis il hocha lentement et clairement la tête devant tout le monde dans la cuisine. C'était la première fois que Roman la reconnaissait ouvertement devant les autres. C'était la première fois qu'Eve avait le sentiment d'avoir vraiment sa place ici. Le 5e jour apporta un changement auquel Eve ne s'attendait pas. Marco Ricci, l'homme le plus froid et le plus réservé du domaine, commença à lui parler. Ce matin-là, alors qu'Eve préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Marco entra et s'assit sur une chaise près du comptoir au lieu de se diriger directement vers la salle à manger comme il le faisait toujours. Il demanda une tasse de café noir et resta assis en silence, la regardant travailler. Eve lui servit le café sans lui demander pourquoi il était là, car elle avait appris que dans cette maison, on ne posait pas de questions inutiles. Mais c'est Marco qui prit la parole le premier. Il dit que le dîner de la veille avait été un succès, que les chefs des autres familles avaient fait l'éloge de la nourriture et que c'était la première fois depuis de nombreuses années que la famille Castellano organisait une réunion sans incident. Eve le remercia, surprise par un compliment aussi rare de la part d'un homme comme Marco. Puis il ajouta quelque chose qui fit s'arrêter ses mains en plein mouvement. Il dit que le patron avait fini tout le bol de porridge la veille, que c'était la première fois en 5 ans que Roman avait mangé un repas complet sans en laisser. Eve ne savait pas comment réagir. Elle resta simplement là, les mains agrippées à la poêle, à écouter. Marco regarda par la fenêtre comme s'il contemplait un passé lointain et se mit à parler. Il dit qu'il travaillait pour Roman depuis 15 ans, depuis qu'ils étaient tous deux jeunes et que Roman venait de reprendre l'entreprise familiale de son père. Il dit que Roman n'avait pas toujours été comme ça, qu'il avait l'habitude de rire, d'aimer, de vivre comme un homme et non comme une ombre. Il parla de Sofia, la belle épouse que Roman aimait plus que sa propre vie, et d'Isabella, leur petite fille aux yeux identiques à ceux de son père. Il dit qu'il y a 5 ans, tout avait changé, que Roman avait perdu ce qui lui était de plus cher et ne s'en était jamais remis. Marco n'expliqua pas ce qui s'était passé, disant seulement que ce n'était pas à lui de raconter cette histoire, mais il voulait qu'Eve comprenne que l'homme froid qui se trouvait à l'étage n'avait pas toujours été ainsi. Il se leva, finit son café et sortit de la cuisine. Mais avant de partir, il se retourna et ajouta une dernière phrase. Il dit que sa bouillie de poulet avait réussi ce que personne d'autre n'avait réussi à faire en 5 ans. Elle avait permis au patron de manger comme un être humain normal. Eve resta seule dans la cuisine, absorbant les paroles de Marco. Elle regarda vers l'escalier menant à l'étage, où Roman était assis seul dans son bureau sombre, et se demanda quel genre de fardeau il portait sur ses épaules. Cet après-midi-là, Marco revint dans la cuisine et tendit un téléphone à Eve. Il lui dit qu'elle avait 10 minutes pour appeler qui elle voulait, un privilège que le patron lui avait accordé. Eve prit le téléphone avec des mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre, et composa le numéro de l'hôpital St. Mary. Elle demanda à parler à Lily et lorsque la voix de sa sœur, faible et fatiguée, se fit entendre, Eve faillit s'effondrer sur place. Lily lui demanda où elle était, si elle allait bien, quand elle viendrait lui rendre visite. Eve mentit et répondit qu'elle allait bien, qu'elle travaillait dans un bon endroit et qu'elle aurait bientôt l'argent nécessaire pour l'opération. Lily resta silencieuse pendant un moment, puis dit qu'elle lui manquait, qu'elle avait peur, qu'elle avait eu un problème cardiaque la nuit précédente et que les religieuses avaient dû appeler un médecin urgentiste. Le cœur d'Eve se serra dans sa poitrine. Elle demanda à parler au médecin et ce que la femme lui dit fit s'écrouler le monde d'Eve. Le médecin a dit que l'état de Lily empirait rapidement, que son cœur ne tiendrait pas longtemps, que sans opération dans les 2 mois, elle ne survivrait pas. 2 mois. Eve n'avait que 2 mois pour trouver 200 000 $. Elle a raccroché et est restée là, immobile comme une statue, avec l'impression que tout son sang s'était écoulé de son corps. Le 6e jour s'est écoulé dans une agonie silencieuse.
Ave se réveillait toujours à 4 heures du matin, cuisinait toujours, travaillait toujours comme une machine, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Lily allongée dans un lit d'hôpital, le cœur défaillant. Elle pensait à ses 2 petites mois comme à une condamnation à mort. Elle pensait à cette somme d'argent si énorme qu'elle ne savait pas d'où elle pourrait la trouver. Ce soir-là, alors que la cuisine était vide et qu'elle était seule à nettoyer, Eve n'a finalement plus pu se retenir. Elle s'effondra dans un coin de la cuisine, derrière le grand réfrigérateur, où personne ne pouvait la voir, et pleura. Elle pleura sans faire de bruit. Ses épaules tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur le sol immaculé. Elle pleurait pour Lily, pour son propre sentiment d'impuissance, pour une vie qui lui avait déjà tout pris et qui menaçait maintenant de lui enlever la dernière personne qu'elle aimait. Elle ne savait pas que quelqu'un se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait en silence. Roman Castellano était descendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau, comme il le faisait souvent lors de ses nuits d'insomnie. Il se tenait là, dans l'ombre, observant la jeune femme qui sanglotait dans un coin de sa cuisine. Il n'entra pas, ne dit rien, se contenta de rester là à la regarder. Et dans ses yeux froids et gris, quelque chose était en train de changer. Une petite étincelle commençait à briller dans l'obscurité qui l'avait entouré pendant 5 longues années. Le matin du 7e jour, dernier jour de la semaine d'essai, Marco apparut à la porte de la cuisine juste au moment où Eve finissait de préparer le petit déjeuner. Il se tenait là, le visage impassible, et prononça 2 mots qui firent presque s'arrêter le cœur d'Eve. Le patron t'appelle, Eve défit son tablier de main tremblante, s'efforçant de rester calme, même si la panique l'envahissait. C'était l'heure du jugement. Une semaine entière s'était écoulée, et Roman allait maintenant décider si elle resterait ou si elle serait rejetée dans la rue comme un chien errant. Elle suivit Marco à travers les couloirs familiers, chaque pas lourd comme une pierre, chaque battement de cœur comme un tambour de guerre annonçant son destin. Elle repensa à la nuit précédente, à la façon dont elle avait pleuré dans un coin de la cuisine comme une enfant fragile, et se demanda si quelqu'un l'avait vue et l'avait rapportée au patron. Peut-être que Roman la trouvait trop fragile pour travailler ici. Peut-être avait-il déjà trouvé une remplaçante. Peut-être serait-elle renvoyée dans la rue, vers les nuits froides et la faim, vers une vie sans espoir. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Roman se tenait près de la fenêtre, comme la première fois qu'elle l'avait rencontré. La lumière du matin se déversait derrière lui, projetant sa silhouette sombre et imposante. Il se retourna au bruit de la porte, et ses yeux gris la transpercèrent une fois de plus comme des lasers. Marco ferma la porte et partit, laissant Eve seule avec l'homme le plus dangereux de la ville. Roman ne l'invita pas à s'asseoir. Il resta simplement là, à la regarder dans un silence si épais qu'il en était suffocant. Puis il se dirigea vers son bureau, ouvrit une mallette et en sortit une pile de documents. Il les posa sur le bureau et dit qu'il savait tout d'elle. Eve sentit le sang dans ses veines se transformer en glace. Roman continua, d'une voix basse et calme, comme s'il lisait un rapport. Il savait pour Derek Thorne, le mari qui était mort en laissant derrière lui des dettes de jeu. Il savait pour la dette de 200 000 $ que les usuriers solitaires exigeaient. Il savait pour les menaces de la tuer et de vendre sa sœur. Et il savait pour Lily, la sœur de 17 ans qui était hospitalisée à St. Mary, avec un cœur sur le point de lâcher. Eve voulait lui demander comment il savait tout cela, mais elle n'osa pas ouvrir la bouche. Elle resta là, comme une accusée attendant son jugement, se préparant à l'entendre dire qu'elle l'avait trompé, qu'elle avait semé le trouble dans sa maison, qu'elle devait partir immédiatement. Mais Roman ne dit rien de tout cela. Il l'observa longuement, puis lui dit qu'elle pouvait rester. Eve entendit ces mots, mais n'en crut pas ses oreilles. Elle resta figée, ne sachant pas comment réagir. Roman poursuivit en disant qu'il avait payé l'opération de Lily, que celle-ci aurait lieu la semaine suivante dans le meilleur hôpital de New York, qu'il avait engagé le meilleur cardiologue pour s'assurer que sa sœur ait les meilleures chances de survie possibles. Eve sentit ses genoux fléchir. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme Roman Castellano, un chef mafieux froid et impitoyable, aiderait une inconnue comme elle. Elle balbutia, lui demandant pourquoi. Lui demandant pourquoi il ferait cela. Roman resta silencieux pendant un moment, ses yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Puis il dit qu'il l'avait vue pleurer dans un coin de la cuisine la nuit précédente.
Il dit qu'il avait vu la façon dont elle s'était agenouillée pour supplier qu'on lui donne un travail, alors qu'elle n'était manifestement pas du genre à s'agenouiller facilement. Il dit qu'il avait vu comment elle cuisinait avec amour, même si sa vie n'avait plus rien à aimer. Et il dit qu'il comprenait ce que cela signifiait de tout faire pour protéger celui que l'on aimait, même si cela signifiait se perdre soi-même dans le processus. Mais ce n'était pas de la charité. Roman a poursuivi en disant que le coût de l'opération et du traitement de Lily serait sa dette envers lui. Elle travaillerait pour lui jusqu'à ce qu'elle ait remboursé sa dette, non pas pendant une semaine ou un mois, mais aussi longtemps que nécessaire. Elle serait sa cuisinière personnelle, ne cuisinant que pour lui et ceux qu'il désignerait. Elle vivrait dans ce domaine, suivrait ses règles et ne partirait pas tant qu'il ne le lui permettrait pas. Avait-elle compris? Eve acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix si elle essayait de parler. Elle comprenait qu'elle venait de conclure un pacte avec le diable, qu'elle avait remis sa vie entre les mains de cet homme en échange de la survie de sa sœur. Mais elle ne le regrettait pas. Si vendre son âme au diable était le prix à payer pour sauver Lily, elle était prête à le faire. Roman acquiesça et la congédia. Eve se retourna pour partir. Mais dès que sa main toucha la poignée de la porte, les larmes commencèrent à couler. Elle ne pouvait plus les retenir. Elle pleura. Elle pleura de gratitude, sachant que Lily allait vivre, qu'elle avait un endroit où rester et du travail à faire. Mais elle pleura aussi de peur, ne sachant pas dans quoi elle venait de s'embarquer, devenue redevable à un parrain de la mafia sans savoir quand elle serait libre. Elle resta là, agrippée à la poignée, les épaules secouées de sanglots silencieux, et derrière elle, Roman Castellano observait ce petit dos tremblant avec des yeux qui n'étaient plus aussi froids qu'auparavant. Il ne dit rien, n'offrit aucun réconfort, aucune assurance. Il se contenta de rester là à la regarder, comme s'il voyait une partie de lui-même dans cette jeune femme désespérée, une partie qu'il croyait morte depuis 5 ans. Un mois passa comme un rêve qu'Yves n'osait croire réel. La vie au sein du domaine Castellano lui devint peu à peu aussi familière que respirée. Elle se réveillait tous les matins à 4 heures, se rendait dans la vaste cuisine et commençait à préparer les repas avec une concentration et un dévouement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Carlos et Nina étaient toujours distants, mais ils avaient cessé de la saboter et commençaient à travailler avec elle de manière plus professionnelle. Victor Benedetti apparaissait encore de temps en temps dans la cuisine, avec son regard froid et ses remarques acerbes. Mais Yves avait appris à le gérer avec courtoisie et silence. Elle n'était plus la jeune fille tremblante, agenouillée devant les portes du domaine. Elle faisait désormais partie de cet endroit, même si elle savait qu'elle n'était encore qu'une débitrice travaillant pour rembourser sa dette. Au cours de la 2e semaine après l'arrivée officielle d'Eve, Lily fut transférée à l'hôpital Mount Sinai, l'un des meilleurs hôpitaux de New York. Eve fut autorisée à rendre visite à sa sœur avant l'opération, et lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital lumineuse, remplie de fleurs fraîches et d'appareils modernes, elle faillit s'effondrer. Lily était allongée dans son lit, un sourire fragile aux lèvres, et ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle vit sa sœur. Elles se serrèrent longuement dans les bras sans parler, se contentant de ressentir la chaleur de la présence de l'autre. Lily demanda où Yves travaillait pour pouvoir se permettre une chambre comme celle-ci. Et Yves a menti, disant qu'elle avait trouvé un bon travail, que Lily n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle s'occuperait de tout. L'opération a duré 8 heures, les 8 heures les plus longues de la vie d'Eve. Elle s'est assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les mains serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, priant tous les dieux qui pourraient l'entendre. Lorsque le médecin est finalement sorti en souriant et a annoncé que l'opération était un succès, que Lily aurait besoin de temps pour se rétablir, mais qu'elle mènerait une vie normale, Eve a pleuré plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle pleurait de soulagement, de gratitude, de savoir que sa sœur ne mourrait pas, de savoir qu'elle n'avait pas rompu sa promesse. Cette nuit-là, quand Eve est rentrée chez elle après une longue journée à l'hôpital, elle n'arrivait pas à dormir. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, repensant à tout ce qui s'était passé au cours du mois dernier et à quel point sa vie avait changé. Elle a décidé de descendre à la cuisine pour se préparer une tasse de chocolat chaud, comme sa mère lui en préparait quand elle n'arrivait pas à dormir. À minuit, la cuisine était calme et vide, éclairée seulement par la douce lueur des veilleuses. Alors qu'Eve faisait chauffer le lait, elle entendit des pas derrière elle.
Elle se retourna et faillit laisser tomber la tasse qu'elle tenait à la main lorsqu'elle vit Roman debout dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise noire dont les boutons du haut étaient défaits, un verre de whisky à moitié vide à la main, et ses yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Eve baissa rapidement la tête et s'excusa d'avoir utilisé la cuisine sans permission, mais Roman se contenta de faire un geste de la main pour lui signifier de continuer. Il entra et s'assit sur un tabouret près du comptoir, posa son verre et la regarda travailler en silence. Eve essaya d'empêcher ses mains de trembler tandis qu'elle ajoutait du cacao en poudre, du sucre et une touche de vanille au lait chaud. L'odeur du chocolat chaud se répandit dans la cuisine, douce et réconfortante. Lorsqu'elle versa la boisson dans une tasse, elle hésita un instant, puis versa une deuxième tasse et la posa devant Roman. Il regarda la tasse, puis la regarda, surpris. Eve lui dit que le chocolat chaud était plus efficace que le whisky quand on ne pouvait pas dormir, que c'était sa mère qui le lui avait appris. Roman ne répondit pas, se contenta de lever la tasse et d'en boire une petite gorgée. Puis il posa une question à laquelle Eve ne s'attendait pas. Il lui demanda pourquoi elle cuisinait comme si elle priait. Eve s'assit sur le tabouret en face de lui, gardant une distance prudente, mais suffisamment proche pour pouvoir parler. Elle réfléchit longuement, puis répondit que pour elle, cuisiner était sa façon de dire « je t'aime ». Comme elle ne savait pas comment le dire autrement, elle lui parla de sa mère, des après-midi passés dans leur petite cuisine où sa mère lui avait appris à couper des oignons sans pleurer, à assaisonner les plats à la perfection, à préparer du porridge pour les malades afin qu'ils puissent ressentir de l'amour à chaque cuillerée. Elle dit que sa mère croyait que la nourriture transportait l'énergie de la personne qui la cuisinait. Que si vous cuisiniez avec amour, la personne qui mangeait ressentirait cet amour. Et si vous cuisiniez avec colère ou indifférence, le plat semblerait vide, même s'il était délicieux. Roman écouta sans l'interrompre, ses yeux gris posés sur elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ni froide, ni distante, mais quelque chose de curieux, teinté d'une sorte de nostalgie. Quand Yves eut fini de parler, il resta silencieux pendant un long moment, puis dit qu'il avait oublié ce que c'était que d'être aimé. Il le dit si doucement qu'Yves faillit ne pas l'entendre, comme s'il se parlait à lui-même plutôt qu'à elle. Puis il se leva, vida sa tasse de chocolat chaud et quitta la cuisine sans un mot. Eve resta assise seule dans la cuisine silencieuse, fixant sa tasse intacte, se posant des questions sur l'homme qui venait de partir. C'était un parrain de la mafia, un tueur, le diable que la ville redoutait. Mais pendant ce bref instant, il n'avait été rien d'autre qu'un homme solitaire en quête de chaleur dans la nuit froide. Le bonheur ne dure jamais pour les gens comme Yves. 2 semaines après l'opération réussie de Lily, alors que tout semblait aller dans le bon sens, les ténèbres de son passé vinrent la hanter. Ce matin-là, Yves trouva une enveloppe sans expéditeur glissée sous la porte de sa chambre. À l'intérieur se trouvait une photo de Lily assise sur son lit d'hôpital, clairement prise en secret depuis l'extérieur de la fenêtre. Au dos de la photo, une ligne de mots manuscrits était griffonnée. « Nous savons où tu es. Nous savons où est ta sœur. 200 000 $ ou vous mourrez toutes les deux. » Eve lut ces mots et sentit son sang se glacer dans ses veines. Les créanciers de Derrick l'avaient retrouvé. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas qui avait divulgué l'information, mais ils l'avaient retrouvée. Et maintenant, il menaçait non seulement sa vie, mais aussi celle de Lily. Assise sur son lit, elle fixait la photo de sa sœur, tremblant de peur. Elle repensa à tout ce que Roman avait fait pour elle. L'opération, le travail, le toit au-dessus de sa tête, mais elle ne pouvait pas le laisser se retrouver mêlé à tout cela. Ces requins solitaires n'étaient pas des mafieux. C'étaient des prédateurs imprudents et vicieux qui ne respectaient aucune règle. S'ils découvraient qu'elle vivait dans la propriété de Roman Castellano, cela pourrait déclencher une guerre. Et Eve refusait de causer des ennuis à l'homme qui avait sauvé la vie de sa sœur. Elle décida qu'elle devait partir. Elle irait loin, attirerait les créanciers à sa poursuite, protégerait Lily en disparaissant. Elle ne savait pas comment elle survivrait, mais au moins sa sœur serait en sécurité dans l'hôpital que Roman payait. Cette nuit-là, alors que tout le domaine était endormi, Eve mit quelques vêtements dans son vieux sac à dos, prit les 3 objets de famille qu'elle possédait et se glissa silencieusement par la porte arrière. Elle avançait dans l'obscurité, prenant soin de ne faire aucun bruit, le cœur battant à tout rompre à chaque pas. Elle était presque arrivée à la porte. Elle voyait déjà la route qui menait dehors.
Elle s'imaginait déjà disparaître dans la nuit. Mais elle se trompait. Une ombre sortit de derrière le grand chêne près de la porte. Et le cœur d'Ève s'arrêta lorsqu'elle réalisa qui se tenait là. Roman Castellano, vêtu d'un manteau noir, ses yeux gris perçant l'obscurité. Il lui demanda où elle pensait aller à cette heure-là. Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame fendant la nuit. Yves resta figé, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture, incapable de bouger, incapable de mentir, incapable de faire autre chose que trembler, son sac à dos sur les épaules. Elle balbutia qu'elle devait partir, que quelqu'un la cherchait, qu'elle ne voulait pas lui causer d'ennui. Roman s'avança vers elle, chaque pas craquant sur le gravier comme le tic-tac du destin. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle sente son parfum coûteux et la légère odeur de whisky. Il exigea l'enveloppe. Yves ne demanda pas comment il était au courant. Elle avait compris depuis longtemps que Roman savait tout ce qui se passait dans son domaine. Elle sortit l'enveloppe de sa poche et la lui tendit, les mains tremblantes. Roman regarda la photo, lut la menace, puis plia l'enveloppe et la glissa dans la poche de son manteau. Il la regarda avec des yeux qu'elle ne pouvait déchiffrer et dit « Elle lui appartenait désormais. Elle vivait sous son toit, mangeait sa nourriture, travaillait pour lui. Elle était sa propriété et personne n'avait le droit de toucher à ce qui appartenait à Roman Castellano. Ève voulait dire qu'elle n'était la propriété de personne, qu'elle ne voulait pas qu'il s'implique, que les créanciers étaient dangereux. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, Roman se tourna vers Marco, qu'Yves n'avait même pas remarqué dans l'ombre. Roman ordonna à Marco de trouver les personnes qui avaient envoyé l'enveloppe et de s'occuper d'elle. Marco acquiesça et disparut dans la nuit sans un mot. Roman se retourna vers Yves et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux gris. Pas de la colère, pas de froideur, mais quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude ou peut-être à de la possession. Il s'approcha d'elle, si près qu'Yves pouvait sentir son souffle sur sa peau. Puis il fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il leva la main et lui souleva doucement le menton avec ses doigts rugueux, d'une délicatesse inattendue. Il la força à le regarder et elle se sentit sombrer dans cette mer grise et agitée. Il lui dit de ne jamais songer à partir sans le prévenir, de ne jamais essayer de régler quoi que ce soit toute seule sans lui en parler. Avait-elle compris? Yves acquiesça, incapable de parler, incapable de détourner le regard. Ses doigts tenaient toujours son menton, chaud et ferme. Et à ce moment-là, Yves ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de ressentir envers un homme comme lui. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait protégée. Elle avait l'impression que pour la première fois de sa vie, quelqu'un se tenait d'entre elle et les ténèbres. Roman la relâcha et recula, son visage reprenant son masque froid habituel. Il lui ordonna de retourner dans sa chambre et de ne pas en sortir avant qu'il ne lui donne la permission. Puis il se retourna et disparut dans la nuit, laissant Yves seul, le cœur battant et les joues en feu. 2 jours plus tard, Marco revint et annonça que l'affaire avait été réglée. Il ne donna pas de détails et Yves ne posa pas de questions. Elle ne voulait pas savoir ce qui était arrivé aux créanciers. Elle savait seulement qu'ils ne viendraient plus jamais la chercher. 1 semaine après l'incident avec les requins solitaires, Yves découvrit accidentellement le secret que Roman avait enfoui pendant 5 ans. Cet après-midi-là, elle fut chargée de nettoyer les chambres du 3e étage, car la femme de ménage était malade. Elle passa de pièce en pièce avec un balai et un chiffon, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer la lumière dans des espaces qui n'avaient pas été utilisés depuis longtemps. Lorsqu'elle arriva au bout du couloir, elle remarqua une porte qui était toujours fermée. Une porte par laquelle elle n'avait jamais vu personne entrer. Elle posa la main sur la poignée, hésita un instant, puis la tourna doucement. La porte n'était pas verrouillée. La pièce à l'intérieur fit se figer Yves comme si elle avait été clouée au sol. Ce n'était ni une chambre, ni un bureau comme les autres. C'était un sanctuaire pour les morts. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant d'innombrables photographies encadrées sur les murs, les étagères, les tables et la table de chevet. Chaque photo montrait la même belle femme aux longs cheveux noirs et aux yeux bruns chaleureux, et une petite fille d'environ 5 ans, au sourire angélique et aux yeux gris identiques à ceux de Roman. Yves entra comme dans un rêve, étudiant chaque photo avec révérence et admiration. Elle vit la photo de mariage de Roman avec cette femme. Tous deux souriaient comme si rien au monde ne pouvait leur faire de mal.
Elle vit Roman tenant la petite fille dans ses bras, les yeux remplis d'amour et de fierté. Elle vit une famille de 3 personnes sur une plage, construisant des châteaux de sable et riant sous le soleil. Et elle vit une robe de mariée blanche soigneusement conservée dans une vitrine. À côté, une petite robe rose pour enfants et un vieil ours en peluche. Eve resta là et pleura sans savoir pourquoi, pleurant pour des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés, pleurant pour l'homme froid en bas et la douleur qu'il avait cachée. Des pas derrière elle la firent se retourner, sous le choc. Marco se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage impassible. Il n'était pas en colère comme elle s'y attendait. Il se contenta de soupirer et entra, se plaçant à côté d'elle pour regarder les photos. Il lui dit que c'était Sofia, la femme du patron, et Isabella, leur fille. Eve resta silencieuse tandis que Marco lui racontait l'histoire qu'il avait gardée secrète pendant 5 ans. Il y a 5 ans, la famille Castellano était en guerre contre le gang Mel, dirigé par Carmina Mel, un homme impitoyable qui ne respectait aucune règle. Roman avait essayé de protéger Sofia et Isabella du conflit en les envoyant dans une maison sécurisée en banlieue. Mais un traître au sein de l'organisation avait révélé leur emplacement. Mel avait kidnappé Sofia et Isabella et exigé que Roman se rende et abandonne tout son territoire. Roman avait tenté de négocier, d'épargner sa femme et sa fille, mais Mel n'avait jamais eu l'intention de tenir parole. Lorsque Roman était arrivé au lieu de rendez-vous, il n'avait entendu que les dernières coupes de feu. Mel avait tué Sofia et Isabella juste avant que Roman n'entre, le forçant à voir les corps des 2 personnes qu'il aimait le plus au monde. Marco avait dit qu'à partir de ce jour, Roman avait changé. Il était devenu froid, impitoyable, incapable de sourire ou d'aimer. Il a détruit presque tout le gang de Mel. Mais Carmine Mel s'est échappé et a disparu quelque part, et Roman a continué à vivre avec la douleur et la culpabilité, convaincu qu'il avait échoué à protéger sa famille. Eve a essuyé ses larmes et a demandé à Marco quand était l'anniversaire de Sofia et Isabella. Marco l'a regardé longuement et a répondu que c'était le lendemain. Eve a hoché la tête et a quitté la pièce avec une détermination tranquille dans son cœur. Le lendemain, Eve s'est réveillée plus tôt que d'habitude et a commencé à cuisiner. Elle avait discrètement interrogé le personnel de longue date et appris que le plat préféré de Sofia était des lasagnes traditionnelles à la sauce bolognaise, préparées selon la recette de la grand-mère de Roman. Eve passa toute la journée à les préparer, superposant avec soin les couches de pâte, de sauce et de fromage, comme si elle construisait quelque chose de sacré. Elle cuisina avec tout l'amour dont elle était capable, en pensant à Sofia et Isabella, des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qu'elle avait vues sur toutes les photos, en pensant à Roman et à la douleur qu'il portait en lui. Une fois les lasagnes terminées, elle les plaça sur un plateau avec une seule rose blanche et les déposa devant la pièce secrète sans frapper ni dire un mot, puis s'éloigna. Cette nuit-là, Eve ne parvint pas à dormir. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, pensant à Roman et se demandant ce qu'il faisait dans cette pièce remplie de souvenirs. Puis elle entendit un léger bruit dans le couloir. Elle sortit et vit Roman debout dans l'ombre au fond du couloir, le dos contre le mur, les épaules secouées de sanglots. Il pleurait. Pour la première fois en 5 ans, Roman Castellano pleurait. Eve s'approcha de lui sans parler, sans poser de questions, sans lui offrir de réconfort creux. Elle resta là un moment, puis fit ce que n'importe qui d'autre aurait considéré comme de la folie. Elle l'a serré dans ses bras. Elle a enlacé l'homme le plus puissant de New York et l'a tenu comme un enfant en deuil. Roman s'est figé pendant une seconde, le corps rigide, comme s'il ne savait pas comment réagir. Puis il a posé sa tête sur son épaule et a pleuré. Il a pleuré comme jamais auparavant. Il a pleuré pour Sofia, pour Isabella, pour 5 années d'agonie silencieuse. Eve ne dit rien. Elle le serra simplement dans ses bras et le laissa libérer toute la douleur qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. Ils restèrent dans l'obscurité, 2 âmes solitaires trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre. 2 semaines après cette nuit-là, Roman pleura dans les bras d'Eve. L'enfer s'abattit sans crier gare sur le domaine des Castellano. C'était une nuit sans lune, le vent soufflait froid depuis la mer et transportait l'odeur âcre du sel de l'océan. Eve était tombée dans un sommeil profond après une longue journée passée dans la cuisine lorsque le premier coup de feu déchira l'obscurité. Elle se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant à toute rompre,
incapable de comprendre ce qui se passait. Puis vint le deuxième coup, le troisième, le quatrième, explosant en succession rapide comme des feux d'artifice mortels, suivis de cris, de bruits de pas précipités et de verres brisés. Eve se précipita vers la fenêtre et fut confrontée à une vision horrible. Des silhouettes sombres vêtues de noir envahissaient le domaine de toutes parts. Arme à la main, elle sirène sur tout ce qu'elle voyait. Les gardes romains ripostaient, mais ils étaient clairement en infériorité numérique. Des corps gisaient éparpillés sur la pelouse verte, le sang tachant de rouge la pierre blanche. Et pire encore, l'aile du manoir était en feu, des flammes oranges léchant le ciel nocturne comme les langues de démons. Eve ne comprit pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Victor Benedette résonner dans la cour. Castellano était fini. Mela allait régner sur New York. Tuez-les tous. Victor. Le traître était Victor, l'homme qui avait saboté sa soupe lors de son premier jour, l'homme qui l'avait toujours observé avec des yeux froids et calculateurs, l'homme en qui Eve n'avait jamais eu confiance. Il les avait vendus à Kerman Mel. Il avait révélé le système de sécurité du domaine. Il avait ouvert les portes à l'ennemi. Eve s'enfuit de sa chambre sans savoir où elle allait, sachant seulement qu'elle devait trouver Roman. Les couloirs étaient remplis de fumée et de coups de feu, tandis qu'elle se baissait et courait le long des murs secoués par les explosions. Elle vit des visages familiers tomber, vit du sang éclabousser les murs blancs, vit la mort engloutir la maison qu'elle avait commencé à considérer comme son foyer. Quand elle a atteint le hall principal, elle a vu Roman. Il se tenait au milieu du chaos comme une statue de pierre, immobile et vide. Autour de lui, ses hommes se battaient et mouraient. Les ennemis faisaient irruption et tiraient sans relâche. Pourtant, Roman ne faisait rien. Il se tenait simplement là, gris, les yeux écarquillés et fixés sur les flammes qui consumaient l'aile est. Son visage était aussi pâle que celui d'une personne morte depuis longtemps. Eve a immédiatement compris l'origine de l'incendie. Roman voyait le feu et replongeait dans le passé. Il replongeait dans le jour où il avait perdu Sophia et Isabella, dans le traumatisme dont il ne s'était jamais remis. Il n'était plus là. Son esprit était resté 5 ans en arrière, lorsqu'il avait couru vers la maison sécurisée pour y trouver sa femme et son enfant morts. Entendant les derniers coups de feu, il était arrivé trop tard pour les empêcher. Marco se précipita vers Roman, essayant désespérément de le ramener à la réalité. Il cria au visage de Roman, le gifla, lui saisit le bras, mais Roman ne réagit pas. Ses yeux gris regardaient droit à travers Marco comme s'il n'existait pas, fixant les flammes avec la terreur d'un homme revivant le pire cauchemar de sa vie. Sophia, Isabella, murmura-t-il leur nom comme une prière désespérée, comme s'il pouvait les voir dans le feu, les entendre l'appeler depuis l'au-delà. Marco jura et tira sur un ennemi qui chargeait vers eux. Mais il ne pouvait pas se battre et protéger un chef qui s'était perdu. Les hommes de Mela envahirent le hall principal comme une marée noire. Carlos tomba, une balle dans la poitrine. Na hurla et tenta de l'éloigner, mais un autre tir la fit tomber à ses côtés. Le sang coulait sur le sol de marbre blanc, se mélangeant aux coupes de feu et aux cris pour former une symphonie infernale. Elle se tenait là, regardant le chaos, Roman prisonnier de son passé, Marco se battant seul dans le désespoir. Elle comprit que si personne n'agissait immédiatement, ils mourraient tous. Le feu se propageait dans le couloir ouest, une épaisse fumée noire envahissait la salle principale. La chaleur rendait la respiration difficile. Les coups de feu continuaient de retentir. Les gens continuaient de tomber, et Roman restait figé comme une statue dans la tempête de feu. Il vit Sophia l'appeler depuis les flammes, vit Isabella pleurer et tendre les bras vers lui. Il voulait courir vers elle, les serrer dans ses bras, les sauver comme il n'avait pas pu le faire 5 ans auparavant. Mais ses jambes refusaient de bouger. Son corps était paralysé par une douleur insupportable, par des souvenirs trop brutaux, par un traumatisme qu'il pensait avoir enfoui, mais qui ressurgissait maintenant aussi violemment que le feu devant lui. Et Eve savait que si elle ne faisait pas quelque chose immédiatement, l'homme qui avait sauvé sa sœur, l'homme qui avait pleuré dans ses bras, l'homme qui avait commencé à conquérir une partie de son cœur allait mourir cette nuit-là. Eve ne savait pas d'où lui venait cette force. Peut-être était-elle née des nuits où elle errait dans les rues de New York et avait appris à survivre. Peut-être venait-elle de la terreur de perdre quelqu'un qu'elle aimait, comme elle avait failli perdre Lily. Ou peut-être venait-elle de l'instinct d'une femme qui avait trop enduré
et n'avait plus rien à craindre. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air chargés de fumée et de sang. Puis elle hurla. Son cri déchira le chaos comme le tonnerre dans une tempête, résonnant dans le hall principal et forçant tout le monde à se figer pendant une seconde. Écoutez-moi, vous tous. Les membres restants de la famille Castellano se tournèrent vers elle, stupéfaits et confus. Ils virent une jeune femme debout au milieu des ruines, vêtue d'une robe de chambre maculée de sang, les cheveux ébouriffés et emmêlés. Pourtant, ses yeux brûlaient d'un feu plus intense que les flammes qui dévoraient le manoir. Eve désigna les portes est et cria à 3 hommes de les bloquer, ne laissant personne passer. Elle désigna le couloir ouest et cria à 2 personnes d'éteindre le feu à l'aide des extincteurs qui se trouvaient dans les armoires de sécurité. Elle désigna les escaliers et cria à Marco d'emmener les blessés au sous-sol où se trouvait une issue de secours. Elle ne savait pas pourquoi il l'écoutait. Peut-être que, pris de panique, les gens avaient besoin de quelqu'un pour prendre les commandes. Peut-être que sa voix dégageait une assurance que personne n'osait contester. Peut-être n'avait-il tout simplement pas d'autre choix. Ceux qui étaient encore capables de se tenir debout commencèrent à suivre ses ordres. Et pour la première fois depuis le début de l'attaque, le chaos prit une forme d'ordre fragile. Mais Roman restait immobile. Elle courut vers lui, l'attrapa par les épaules et le secoua violemment. « Roman, regarde-moi, tu dois te réveiller, ils ont besoin de toi. » Il ne répondit pas. Ses yeux gris fixaient toujours le vide. Ses lèvres murmuraient encore les noms des morts. Eve savait qu'elle n'avait pas le temps d'y aller doucement. Elle fit ce que personne n'oserait jamais faire au plus puissant parrain de la mafia new-yorkaise. Elle le gifla. Sa main s'éleva et frappa la joue de Roman de toutes ses forces. Le bruit résonna parmi les coups de feu et les cris, laissant une marque rouge sur sa pommette saillante. Roman cligna des yeux. 1 fois, 2 fois, le gris de ses yeux revint lentement, le ramenant dans le présent, lui permettant de reconnaître Eve qui se tenait devant lui. Eve l'attrapa par le col et lui cria que Sophia et Isabella étaient mortes, qu'il ne pouvait pas les sauver, mais qu'il pouvait sauver les vivants ce soir-là. Il était Roman Castellano. Il était leur chef. Ils avaient besoin de lui pour se battre, pas pour rester là et mourir. Le regard de Roman changea. La douleur était toujours là, mais elle était désormais accompagnée de fureur, de détermination, de la volonté d'un homme qui avait autrefois bâti un empire à partir de rien. Il fit un signe de tête à Eve, un bref signe qui exprimait à la fois sa gratitude et une promesse. Puis il se retourna et commença à donner des ordres de sa voix autoritaire que tout le monde connaissait. À cet instant, Eve vit l'un des hommes de Mela lever son arme et viser Marco, qui luttait pour transporter un homme blessé vers le sous-sol. Elle n'hésita pas, elle agit. Elle saisit un pistolet tombé à côté d'un garde-mort. Elle sentit le poids froid du métal dans sa main et appuya sur la détente. Le recul secoua son bras si violemment qu'elle faillit lâcher l'arme, mais la balle frappa la poitrine de l'ennemi, le faisant tomber avant qu'il ne puisse tirer. Marco se tourna vers elle, sous le choc, mais il n'y avait pas le temps de la remercier. Il continua d'avancer et Eve continua de se battre. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, quelques minutes, peut-être plusieurs heures. Elle tira 2 autres fois, manquant 1 fois sa cible, mais touchant la fois suivante l'épaule d'un homme qui se précipitait vers la cuisine. Ses mains tremblaient et son corps était douloureux, mais elle ne s'arrêta pas. Puis elle vit Victor. Le traître se tenait sur le balcon du 2e étage, arme levée, visant directement le dos de Roman. Roman criait des ordres, inconscient du danger derrière lui. Victor riait sauvagement et criait que Castellano mourrait cette nuit-là, que Mel lui avait versé une montagne d'or pour tuer l'homme qui régnait depuis trop longtemps sur New York. Eve courut. Elle courut plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait de sa vie. Comme si sa propre survie en dépendait, elle courut vers Roman avec une seule pensée en tête. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Le pistolet de Victor tira au moment où Eve se jeta entre Roman et la balle. Elle sentit un impact brutal dans son abdomen, comme si elle avait reçu un coup de poing brûlant en acier. Elle tomba, vit son sang se répandre sur le sol en pierre blanche, entendit Roman crier son nom d'une voix rauque et désespérée. Le monde commença à se brouiller, mais elle vit encore ce qui se passa ensuite. Roman chargea Victor avec la fureur de quelqu'un tout droit sorti de l'enfer. Il n'utilisa pas d'arme. Il utilisa ses mains nues.
Il saisit Victor à la gorge et le jeta du balcon, puis sauta à sa suite. Les bruits d'os brisés, les cris et les coups résonnaient dans les oreilles de Dave. Elle vit Roman immobiliser Victor, ses mains écrasant la gorge du traître. Ses yeux gris brûlaient d'une haine pure. Victor griffait et se débattait, mais il ne pouvait échapper à l'étreinte de la mort. Et lorsque le bleu des yeux de Victor finit par s'éteindre, lorsque son corps s'immobilisa, Roman se retourna vers Eve, courut vers elle, la prit dans ses bras et l'appela d'une voix tremblante qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Evelyn, reste avec moi. Ne ferme pas les yeux. » Eve voulait lui dire qu'elle allait bien, qu'il ne devait pas s'inquiéter, qu'elle avait survécu à pire. Mais l'obscurité l'engloutit avant qu'elle ne puisse parler. 3 jours. Les 3 jours les plus longs de la vie de Roman Castellano ne furent pas le jour où il perdit son père, ni le jour où il prit le contrôle de la famille au milieu du chaos, mais les 3 jours où il resta assis à côté du lit d'hôpital d'Ève, attendant qu'elle se réveille. La balle de Victor lui avait déchiré l'abdomen, causant de graves lésions internes et une perte de sang si importante qu'elle avait failli la tuer. Les chirurgiens avaient opéré pendant 6 heures pour lui sauver la vie. Et lorsqu'ils étaient finalement sortis, l'air épuisé mais soulagé, ils avaient déclaré qu'elle avait survécu à la phase critique, mais qu'elle restait dans le coma. Ils ne savaient pas quand elle se réveillerait, ni même si elle se réveillerait un jour. Roman n'avait pas quitté sa chambre pendant ces 3 jours. Il s'est assis sur la chaise à côté de son lit, tenant fermement sa petite main froide dans la sienne, fixant son visage pâle et écoutant le rythme régulier du moniteur cardiaque comme une fragile chanson de vie. Il n'a ni mangé, ni dormi, ni parlé à personne. Marco est venu lui annoncer que l'attaque avait été repoussée, que Carmy Mel s'était enfui une fois de plus, que le domaine était en cours de réparation et que les blessés se remettaient. Roman se contenta d'acquiescer sans quitter Eve des yeux. Au cours de ces longues heures de silence, il lui murmura des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Il lui parla de Sofia, d'Isabella, de la douleur qui le rongeait depuis 5 ans. Il lui dit que lorsqu'il les avait perdues, il avait cru mourir avec elles, que son cœur avait cessé de battre même si son corps continuait à vivre. Il dit qu'il avait érigé des murs autour de lui et était devenu l'homme froid et impitoyable que le monde craignait, car il ne pouvait supporter la douleur d'aimer quelqu'un et de le perdre à nouveau. Et puis elle était apparue, cette fille aux yeux bruns résilients, qui s'était agenouillée devant lui et avait supplié qu'on lui donne une chance de vivre, qui avait cuisiné le premier bol de bouillie de poulet qu'il avait fini en 5 ans, qui l'avait serré dans ses bras quand il pleurait, sans le juger, qui s'était interposée devant une balle pour lui, sachant qu'elle risquait de mourir. Il lui a dit qu'elle avait brisé ses murs sans forcer, qu'elle avait fait battre son cœur à nouveau sans lui demander la permission. Il lui a dit que si elle mourait, il ne savait pas comment il pourrait continuer à vivre. La 3e nuit, alors que Roman était si épuisé qu'il était sur le point de s'effondrer à côté de son lit, les doigts d'Ève ont légèrement tremblé dans sa main. Il bondit, les yeux gris écarquillés, avec tout l'espoir qui lui restait. Et puis elle ouvrit les yeux. Ses yeux bruns le regardèrent, troubles et faibles, mais toujours les yeux qu'il avait tant désirés pendant ces 3 jours d'enfer. Eve vit Roman, et la première chose qu'elle remarqua, c'est qu'il pleurait. Des larmes coulaient sur ses pommettes saillantes, tombant sur la main qu'il tenait si fermement. C'était la 2e fois qu'elle le voyait pleurer, et cette fois, il n'essaya pas de le cacher. Il pleurait de soulagement, de gratitude, parce qu'elle était en vie, parce qu'il n'avait pas perdu une autre personne. Eve voulut parler, mais sa gorge était si sèche qu'elle ne pouvait émettre aucun son. Roman porta un verre d'eau à ses lèvres, soulevant doucement sa tête pour qu'elle puisse boire à petites gorgées. Lorsqu'elle se sentit un peu mieux, elle murmura pour lui demander s'il allait bien. Roman rit doucement à travers ses larmes et dit qu'elle venait de recevoir une balle dans l'estomac et que la première chose qu'elle avait demandé était de savoir s'il allait bien. Avait-elle la moindre idée à quel point elle était folle? Eve sourit faiblement et dit qu'elle était folle depuis la nuit où elle s'était agenouillée devant lui. Roman serra sa main plus fort et finit par dire à voix haute les mots qu'il avait murmurés pendant 3 jours, alors qu'elle ne pouvait pas les entendre. Il dit qu'elle avait fait battre son cœur à nouveau. Il pensait que son cœur était mort avec Sofia et Isabella, mais elle l'avait ramené à la vie simplement en étant elle-même. Il dit qu'il ne savait pas si c'était de l'amour ou de la gratitude. Il ne savait pas s'il était encore capable d'aimer quelqu'un après tout ce qui s'était passé.
Mais il savait qu'il ne voulait jamais la perdre. Yves regarda dans ses yeux joyeux et tumultueux et y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de froideur, pas de distance, mais la vulnérabilité d'un homme qui s'ouvrait après trop d'années passées à se renfermer. Elle ne dit pas « amour ». Elle n'était pas prête pour cela, mais elle lui serra la main et cela suffit. Le lendemain, Lily vint lui rendre visite. Roman l'avait fait venir de l'hôpital dès qu'il avait appris qu'Yves s'était réveillé. Lorsque Lily entra dans la chambre et vit sa sœur allongée dans un lit d'hôpital, reliée à des perfusions et des moniteurs, elle fondit en larmes. Elle courut vers Yves et la serra dans ses bras, son petit corps tremblant de peur et de soulagement. Les sœurs restèrent longtemps enlacées sans dire un mot, se contentant de sentir la chaleur de l'autre et d'être reconnaissantes d'être toutes les deux encore en vie. Lily parla à Yves de l'opération, de son bon rétablissement, du fait que le médecin avait dit qu'elle mènerait une vie normale. Yves pleura de bonheur, car tout ce qu'elle avait enduré avait enfin un sens puisque sa sœur allait vivre. Roman se tenait dans un coin et les observait. Et pour la première fois en 5 ans, il sourit. Ce n'était pas le sourire calculé des tables de négociation. Ce n'était pas le sourire froid face à ses ennemis, mais le sourire sincère d'un homme qui voyait quelque chose de beau au milieu de son monde sombre. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit d'enfer. Le domaine Castellano avait été reconstruit. Les blessures avaient cicatrisé et la vie avait repris son cours avec un nouveau rythme. Yves n'était plus cuisinière, ni débitrice, ni une femme qui travaillait pour rembourser une dette, ni la jeune fille errante qui s'était agenouillée devant le portail pour implorer une chance de vivre. Elle était désormais la femme que Roman protégeait comme un trésor, celle qui s'asseyait à sa table tous les soirs, celle que tout le domaine traitait avec respect. Lily s'était complètement rétablie et avait emménagé dans le manoir pour vivre avec sa sœur. Elle fréquentait l'une des meilleures écoles de New York, vivait dans une chambre spacieuse avec des fenêtres donnant sur la roseraie et était aimée et choyée comme un membre de la famille. Chaque fois qu'Yves voyait Lily rire dans le jardin ou étudier tranquillement dans la grande bibliothèque, elle sentait que tout ce qu'elle avait enduré en valait la peine. Par une nuit d'automne tardive, alors que le vent apportait les premières frimasses de la saison et que le ciel était parsemé d'étoiles, Yves se tenait sur le balcon, contemplant la ville de New York qui brillait de 1000 feux. Elle entendit des pas familiers derrière elle et sut que c'était Roman, avant même qu'il ne vienne se placer à ses côtés. Ils restèrent là en silence pendant un long moment, les épaules se touchant, contemplant le monde endormi en contrebas. Puis Roman prit la parole, d'une voix plus grave et plus chaleureuse que jamais. Il lui dit que sa dette avait été effacée depuis longtemps, qu'elle n'était plus obligée de rester, qu'elle pouvait partir quand elle le souhaitait, avec suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie n'importe où dans le monde. Yves se tourna vers lui, surprise et incertaine. Roman croisa son regard et lui dit que si elle restait, il voulait qu'elle reste parce qu'elle l'avait choisie, pas à cause de sa dette, pas par peur, pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il voulait qu'elle reste parce qu'elle voulait être avec lui. Yves plongea son regard dans ses yeux gris tempête, des yeux qui avaient autrefois été froids comme la glace, mais qui reflétaient désormais toute la vulnérabilité d'un homme qui lui confiait son cœur. Elle sourit et répondit qu'elle avait fait son choix depuis la nuit où elle s'était agenouillée devant lui. Elle ne savait simplement pas encore ce qu'elle choisissait. Maintenant, elle le savait et elle choisissait toujours de rester. Roman leva la main et lui caressa doucement la joue, ses doigts tremblant légèrement comme s'il touchait quelque chose de si précieux qu'il avait peur de le briser. Puis il se pencha et déposa son premier baiser sur ses lèvres, doux et tendre, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Yves ferma les yeux et lui rendit son baiser, sentant sa chaleur, son parfum, son cœur battre au rythme du sien. Et alors qu'ils se tenaient là, sous le ciel étoilé, 2 personnes qui croyaient autrefois ne pas mériter l'amour, Yves comprit quelque chose qu'elle garderait en mémoire pour le reste de sa vie. Elle n'était pas sans valeur, contrairement à ce qu'elle croyait. Elle avait simplement attendu le bon endroit, le bon moment et la bonne personne pour le prouver. Parfois, pour trouver le paradis, il faut d'abord traverser l'enfer. Et parfois, celui qui sauve votre âme est précisément celui que le monde qualifie de monstre. Même dans l'histoire de Roman, on nous rappelle que peu importe à quel point la vie nous pousse dans l'abîme, peu importe le nombre de portes qui se ferment devant nous, si nous n'abandonnons pas, si nous continuons à aller de l'avant,
La lumière viendra quand nous nous y attendrons le moins. L'amour peut se trouver dans des endroits que personne n'imagine, et la guérison peut venir de ceux qui sont eux-mêmes blessés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires émouvantes quotidiennes. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Avez-vous déjà vécu des moments qui vous semblaient impossibles à surmonter pour finalement trouver la lumière au bout du tunnel? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vraiment savoir ce que vous avez sur le cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci de nous accompagner. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.